Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Richard Witorski, qui va nous parler d'activités professionnelles, de développement professionnel et d'organisation apprenante. Alors, Monsieur Witorski est professeur des universités à l'Université de Rouen. Ses travaux portent sur l'analyse des voies et formes de la professionnalisation dans le champ de la formation des adultes et dans des milieux d'activité très différents. Et donc, ce soir, il va traiter un sujet qui est central également pour le projet Ange et pour tous les établissements qui sont représentés ce soir. Bonsoir à tous et à toutes, et merci de m'accueillir parmi vous. Donc j'ai préparé une intervention. Alors vous m'interrompez un peu quand vous voulez, hein, si vous le souhaitez. Je ne sais pas si nous sommes très nombreux, si ça rend les échanges compliqués ou si au contraire, en étant un petit groupe, c'est peut-être plus facile. Donc je propose d'aborder, si vous voulez, 4 questions et qui d'une certaine façon sont censées abonder une question générale qui est finalement, mais à quelles conditions peut s'opérer la professionnalisation ou le développement professionnel? Donc je parlerai, donc merci de cette introduction, il y a quelques instants. Je parlerai de mon propre point de vue, bien entendu. Je pourrais évoquer aussi d'autres travaux, sachant que, le point de vue qui est le mien, s'appuie sur des travaux de recherche depuis maintenant un peu plus de 25 ans, comme vous l'avez dit, dans des milieux d'activité différents. Au début, c'était plutôt des milieux industriels et puis ensuite plutôt des milieux de services, à la fois dans le champ de la formation, mais aussi l'éducation, mais aussi, l'éducation spécialisée, le travail social, donc ça vous donne un petit peu une idée, en m'intéressant plus particulièrement à la question des rapports entre travail et formation. Et bien sûr, la question de la professionnalisation et du développement professionnel est apparue, importante à un certain moment. Donc je vous propose, un premier temps composé de peut-être 4 questions auxquelles j'essaierai de répondre rapidement. Évidemment, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, donc vous aurez peut-être des questions, hein, c'est une première approche. Première question, peut-être que je poserai, c'est, à quelles conditions l'activité professionnelle peut-elle être une source d'apprentissage, puisque quand on parle d'organisation apprenante, de professionnalisation, de développement professionnel, on se demande comment l'activité et pas seulement la formation peut être à l'occasion d'apprentissage. La deuxième question porte sur les conditions à partir desquelles un collectif, notamment un collectif en projet, peut apprendre de ce qu'il met en œuvre. Donc collectivement. La troisième question est assez liée à la deuxième, c'est en quoi un collectif, de pairs, de collègues, peut-il, participer dans son processus de travail au développement professionnel de ses propres participants? C'est-à-dire comment les uns et les autres apprennent et à quelles conditions finalement dans un collectif? Et puis la dernière question, c'est quelle forme de gouvernance finalement dans une, structure de formation, dans une structure d'éducation, mais aussi dans une organisation plus large, semble plus propice au développement professionnel de ses salariés, de ses personnels? Voilà, ce sont les 4 questions auxquelles j'envisage de répondre. Avec un préalable, c'est, plutôt aborder au préalable, disons un point de définition ou de positionnement des mots, parce que vous avez donc, moi j'ai prévu d'utiliser, au moins 3 mots. Enfin, de façon centrale, c'est professionnalisation, développement professionnel et bien sûr formation continue. Et je voudrais peut-être, en préalable, essayer de distinguer, les 3 mots et de montrer les rapports entre les 3. Quelle distinction peut-on faire finalement entre professionnalisation, développement professionnel et formation continue? Je dirais, en introduction que, si on s'intéresse par exemple, alors ça dépend des pays, mais si on s'intéresse, si je regarde la situation française, hein, celle que je connais le mieux,
Le mot formation continue est un mot ancien maintenant, puisque, comme vous le savez, je ne vais pas faire plus de détours que ça. Il a pris beaucoup d'importance à partir d'une loi en 1971, la première loi de la formation professionnelle continue. Bon, je ne vais pas forcément développer. Ça a donné lieu au développement d'un marché de la formation, on pourrait dire, d'une offre de formation importante. Les mots professionnalisation et développement professionnel sont plus souvent utilisés aujourd'hui, donc sont plus récents, bien sûr, et font l'objet d'une forte actualité. Notamment, vous avez une actualité juridique, on pourrait dire, puisqu'il y a des dispositifs aujourd'hui, des dispositifs législatifs qui mentionnent explicitement l'intention de professionnalisation et de développement professionnel. Bon, je vais peut-être pas les citer, sauf si vous avez des questions, hein, bien entendu. J'y reviendrai en fonction de vos demandes. Une actualité institutionnelle très forte, par exemple, si on s'intéresse au système éducatif français, il y a tout un discours depuis quelques années par l'institution ministère de l'Éducation nationale sur la professionnalisation et le développement professionnel, plus en utilisant d'ailleurs le mot professionnalisation des enseignants, mais pas que des enseignants, aussi des personnels d'encadrement, des personnels de direction, avec des évolutions derrière de rôles, de métiers, de fonctions. On en reparlera sans doute. Et puis vous avez, donc ça montre donc dans le cadre de l'éducation nationale, il y a évidemment ce discours important. Et puis dans d'autres secteurs, je pense par exemple des secteurs des services en général. Si je prends un exemple, on pourrait prendre en France l'exemple de l'entreprise de la Poste qui distribue le courrier, qui il y a depuis quelques années, et ça en lien avec sans doute une intention particulière en parlant de professionnalisation, parle de la professionnalisation en termes d'amélioration continue du service au client. Et le mot professionnalisation est affiché comme un projet de changement au sein de l'entreprise La Poste. Donc on voit qu'il y a une forte actualité institutionnelle, juridique et aussi sociale, parce qu'on en parle et parce que il se trouve que les interlocuteurs ou les différents interlocuteurs ne sont pas tous d'accord. Ça pose problème, le mot professionnalisation aussi, parce qu'il y a du débat social autour de ça. Alors, tout ça pour dire que, bon, ça vaut la peine d'éclaircir un tout petit peu peut-être le sens des mots, parce que c'est pas la même chose de parler de formation continue, de professionnalisation, de développement professionnel. Vous avez ajouté tout à l'heure organisation apprenante, c'est encore autre chose qui est lié à tout ça, mais il y a des nuances. Si je reste encore quelques minutes sur le mot professionnalisation, qui a quand même une place importante aujourd'hui et dans mon propos ensuite, c'est un mot, c'est vrai, qui est chargé aujourd'hui, mais c'est pas nouveau en soi. Ce n'est pas un mot nouveau. Il existe depuis très longtemps dans le champ de la formation, mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est sa généralisation. C'est-à-dire qu'il y a une généralisation de l'usage du mot pour des raisons, juridiques, institutionnelles et sociales dont je parlais tout à l'heure assez rapidement, mais sur lesquelles je peux revenir. Si on regarde de près le mot, si vous voulez, derrière le mot professionnalisation, il y a bien l'idée que la professionnalisation, ça peut renvoyer à 3 orientations un peu différentes, et c'est ça qui est intéressant de regarder d'une certaine façon, parce que ça permet de comprendre que selon qui utilise le mot, on ne signifie pas la même chose. Et donc dans les contextes qui sont les vôtres, un petit exercice intéressant, ce serait de se demander, mais quel est le sens si on utilise le mot professionnalisation, dans quel sens on l'utilise? Par exemple, le premier sens, qui est probablement le plus ancien du mot professionnalisation, c'est la professionnalisation au sens de la construction d'une profession. Ce sont tous les enjeux de mise en reconnaissance, de définition de mise en reconnaissance d'une activité pour faire reconnaître auprès d'instances légales, de ministères publics, etc.,
des modalités, des conditions d'exercice, de reconnaissance, etc., etc. Ça a donné naissance, je passe sur le détail, sauf si vous avez bien sûr des questions, à tout un ensemble de courants, notamment dans les pays anglo-saxons, parce que c'est plus proche d'une logique anglo-saxonne pour diverses raisons que j'ai pas forcément le temps d'exposer, mais je pourrais y revenir si vous le souhaitez, à des travaux importants dits en sociologie des professions. Deuxième sens qui nous intéresse plus directement, et le troisième sens aussi, c'est la professionnalisation au sens de la formation. C'est-à-dire derrière le mot professionnalisation, il y a l'idée que on s'attend à ce que les gens soient mieux formés par rapport à l'image qu'on se fait notamment du bon professionnel, qui est souvent aujourd'hui caractérisé ou traduit, je dirais, dans un référentiel métier ou un référentiel de compétences. Aujourd'hui, quand on parle de professionnalisation dans le champ de la formation, c'est vrai que c'est souvent adossé à l'existence d'un outil qui s'appelle un référentiel de compétences ou métiers. On le voit dans toutes les grandes réformes de la formation initiale professionnelle, par exemple. Vous avez un troisième sens qui est que moi j'ai tendance à appeler la professionnalisation efficacité du travail, c'est-à-dire que le mot professionnalisation peut être utilisé pour traduire le fait que ce que l'on cherche finalement, c'est pas que les gens soient formés à l'exercice d'un métier ou d'une profession, ils le sont déjà, mais c'est plutôt qu'il soit plus efficace au travail par rapport à une image que l'on se fait de l'efficacité. Et ça, on le voit dans des entreprises industrielles, par exemple, mais pas que, aussi dans des entreprises de services où de nouveaux critères d'efficacité du travail interviennent et définissent ce projet de professionnalisation. Donc bref, je ne vais pas développer plus, mais vous voyez bien que le mot professionnalisation, finalement, il n'a pas le même sens selon les enjeux qu'il sert finalement. Ou bien il sert un enjeu, et ça c'est à l'initiative des groupes sociaux, des groupes professionnels, de meilleure reconnaissance et d'obtention de moyens d'exercer pour un groupe professionnel, une profession. Ou bien il sert un enjeu de formation à l'exercice d'un métier, souvent ça passe par la formation par alternance d'ailleurs, ou alors un enjeu d'accompagnement de changement dans les organisations et notamment d'efficacité plus grande du travail. Bref, professionnalisation renvoie, si vous voulez, à des enjeux dans ces trois registres et à des sens, à trois sens au moins différents. Et si on évoque le mot organisation apprenante que vous avez évoqué tout à l'heure, ça peut être tout à fait en lien avec ce troisième sens, efficacité du travail, mais ça peut être aussi en lien avec un autre sens possible du mot professionnalisation, qui est de se dire, les organisations ont aussi besoin de développer des savoirs collectifs et en quelque sorte de les capitaliser pour apprendre de leur expérience collective. Et il y a eu des travaux, par exemple, tout à fait intéressants faits en France auprès de l'entreprise Renault, dont vous avez peut-être entendu parler, enfin pas Renault, tout le monde connaît, mais les travaux en question faits par le Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique à propos d'un changement organisationnel important au moment de la fabrication ou de la conception du projet de la Twingo, donc il y a déjà quelques années. J'y reviendrai si vous le souhaitez, mais on voit bien là que Renault a essayé d'apprendre de l'expérience du changement, en gros, de la remise en cause d'une logique de filière, par filière ressources humaines, production et cetera, et la mise en place de groupes projets transversaux. Comment finalement ces groupes projets permettent d'aller plus vite dans la conception de nouveaux modèles de voitures et ont des effets aussi sur les pratiques professionnelles. Et donc essayer de formaliser cela grâce à un regard externe, c'est essayer d'apprendre collectivement sur le changement. Alors que souvent, une organisation n'apprend pas forcément sur le changement, elle opère le changement, tant bien que mal, mais elle ne se pose pas forcément la question de capitaliser ce qu'elle apprend à cette occasion. Or, c'est précieux pour éviter de faire toujours plus de la même chose, comme disent certains auteurs. Le fait de capitaliser et d'analyser sa pratique, on y reviendra, permet justement de l'ajuster, la modifier. Alors, donc, en fait, si on veut progresser un petit peu, toujours sur ce premier point des distinctions entre les mots professionnalisation, développement professionnel et formation continue, on pourrait aborder la différence entre professionnalisation et développement professionnel. En fait, vous voyez bien que
c'est ce que j'essaye de dire, depuis quelques minutes. Le mot professionnalisation, c'est d'abord un mot qui émane d'une intention, institutionnelle, qu'elle passe par la loi, qu'elle passe par des politiques d'entreprise, par des politiques de secteur parfois, liées à des changements importants, des restructurations. Bref, c'est une intention, on pourrait dire c'est un projet institutionnel à propos de ce qu'on veut que les gens deviennent. C'est un projet de définition de ce qu'on appelle le professionnel. Et ce projet de définition, ou cette définition du professionnel, elle varie dans le temps et elle varie selon les impératifs des organisations. Et ça, c'est probablement un point important pour comprendre, si on prend l'exemple du secteur de l'éducation nationale, par exemple, de l'éducation, eh bien, on sait bien que les différentes réformes de la formation des enseignants, par exemple, c'est vrai pour d'autres publics, d'autres professionnels, heu, portent, ou supportent en quelque sorte des enjeux qui sont des enjeux d'évolution du travail. Finalement, beaucoup de réformes de formation sont aussi et peut-être avant tout des réformes du travail. Et donc, le le mot professionnalisation renvoie à cette idée que, au travers d'une offre de formation que propose l'institution, il y a une autre conception du métier ou de la profession à laquelle on forme, qui est adossée souvent à des enjeux de changement ou d'amélioration du service rendu. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les situations très actuelles, dans beaucoup de milieux, pas seulement à l'éducation nationale, mais dans des milieux du service et des services et aussi dans l'industrie. Donc, la professionnalisation, moi, j'aurais tendance, si vous voulez, mais d'autres le font aussi, hein, à considérer que c'est plus si vous voulez, un projet institutionnel, le projet d'une organisation à propos des personnes. Voilà ce que je veux en quelque sorte qu'elles soient. Elles doivent être à l'image, notamment d'un référentiel, d'une image que je me fais moi, organisation du métier, pour que ces professionnels puissent ensuite répondre aux exigences et aux demandes qui sont les miennes et aux enjeux aussi d'activité qui sont les miens en tant qu'organisation. Le développement professionnel renvoie plutôt au point de vue des personnes. Comment finalement elles se construisent? Bon, vous avez beaucoup de travaux sur ces questions aujourd'hui. Je pourrais vous citer des auteurs et des lignes disons de débat sur ces questions. L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment les gens apprennent et se construisent des situations qu'ils rencontrent, que ce soit des situations de formation ou des situations de travail d'ailleurs, et ou des situations qui alternent formation et travail. Autrement dit, on pourrait dire que la professionnalisation, si vous acceptez, cette, façon de le dire, porte en elle, le projet institutionnel. Voilà ce que je veux, moi, organisation, entreprise, employeur, que vous deveniez et je mets les moyens pour que vous le deveniez via la formation, le travail et cetera. Les situations de travail. Les situations de travail produisent aussi des effets de ce genre. Et puis par contre, le développement professionnel renvoie plutôt au projet des individus à propos de leur propre itinéraire, la construction de leur itinéraire. Et donc, vous voyez tout de suite qu'entre professionnalisation et développement professionnel, il peut y avoir une, une cohérence ou au contraire un débat. Parce que les uns et les autres ne sont pas forcément toujours d'accord. Le projet des uns n'est pas toujours le projet des autres. Et c'est ainsi que par exemple, dans certaines périodes, notamment si je prends quelques exemples dans l'industrie, dans le secteur de la sidérurgie, ça a été le cas il y a quelques dizaines d'années, enfin il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années maintenant, où le projet, notamment je pense, pour une entreprise, qui s'appelait Usinor Sacilor, qui est maintenant ArcelorMittal, notamment dans le cadre des accords ACAP 2000, il y avait un projet très fort, de professionnalisation qui a pu faire débat avec les syndicats des salariés qui ne voyaient pas l'évolution des métiers tout à fait de la même façon.
Donc on voit bien que il peut y avoir accord, il peut y avoir désaccord, débat, discussion, etc. Donc voilà, on a un peu éclairci, je crois, les mots professionnalisation, développement professionnel et la formation continue dans tout ça. Bah, la formation continue, elle est du côté de la professionnalisation, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est très souvent quand même une initiative des organisations, même si les individus peuvent souhaiter partir en formation continue, bien entendu, et parfois même participer à la construction, de leur propre de l'action de formation à laquelle ils vont dont ils vont bénéficier. Mais le plus souvent, c'est quand même une offre institutionnelle. Mais cette offre de formation continue n'est pas toujours à visée professionnalisante, c'est-à-dire elle ne vise pas toujours des apprentissages directement liés, plus ou moins directement liés à l'exercice du travail. Elle peut être de nature plus culturelle, liée aux loisirs, et cetera. Donc vous voyez que la formation continue est une catégorie sans doute plus large, que, la professionnalisation. La professionnalisation est une partie de l'offre de formation continue, on pourrait dire. Et le pendant de cette offre de formation continue qui est à visée professionnalisante, c'est la façon dont les individus vont construire leur itinéraire ou leur trajectoire là-dedans. C'est le volet développement professionnel. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre finalement? Et faire la différence entre professionnalisation et développement professionnel, c'est montrer l'écart entre ce qu'on peut projeter pour les individus et ce que les individus construisent effectivement. Ils ne construisent pas toujours les apprentissages souhaités par les dispositifs qui sont mis en place, hein, bien entendu, et parfois ils en développent d'autres. Voilà, donc c'était un préalable peut-être pour situer un petit peu les mots et de manière à ensuite poursuivre. Je ne sais pas si ça va pour le moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je continue? Oui, oui, ça va, il n'y a pas de Ça va? questions. Je regarde le chat. Merci. D'accord. Donc, première question, à quelles conditions l'activité professionnelle peut-elle être, formatrice? On pourrait dire aussi apprenante. Faudrait qu'on prenne du temps pour s'entendre sur les mots, bien entendu, mais tout ce qui relève de l'apprentissage, c'est plutôt le mouvement des personnes, individuellement ou collectivement, alors que tout ce qui est de l'ordre de la formation, c'est plutôt le mouvement venant des organisations, ce qu'elles proposent, hein. On parle de formation quand c'est la proposition d'un dispositif fait à des personnes ou d'une action faite proposée à des personnes. Et puis on parle d'apprentissage lorsque les gens sont en train de construire, de transformer leurs habitudes de penser, d'agir, etc. Alors, la réponse à la question à quelles conditions l'activité professionnelle ou l'expérience professionnelle peut-elle être formatrice est en fait assez curieusement assez simple, même si je prends des risques en disant ça, mais dans une première analyse, c'est à peu près simple. Pourquoi se poser d'abord cette question? Parce que évidemment, quand on parle de professionnalisation, de développement professionnel, on parle de caractéristiques liées à l'activité professionnelle, et on se dit tout de suite, c'est vrai, on peut les acquérir par la formation, formation formelle, on va dire, on part en formation, ce qu'on appelle souvent partir en formation, mais on peut l'acquérir aussi au cours de l'exercice du travail. Et c'est vrai que en lien avec les enjeux qui sont, mais vous connaissez mieux que moi votre projet européen, mais autour des questions du numérique et notamment de l'introduction du numérique, si j'ai bien compris, dans le fonctionnement des établissements scolaires, hein, sauf erreur de ma part, on voit bien quelles sont les incidences possibles sur l'activité et les pratiques professionnelles donc des personnes qui travaillent dans ces établissements. On pourrait dire qu'à minima, une formation préalable pourrait permettre d'anticiper ces évolutions, mais il y a plein d'évolutions qui vont se construire au fur et à mesure sans qu'on s'en rende compte. Donc c'est bien qu'à un certain moment, l'activité professionnelle peut être occasion de formation ou d'apprentissage. Et mieux comprendre comment ça se produit, c'est un levier pour mieux l'accompagner sans doute et mieux identifier les apprentissages qui se construisent. Donc la question, elle est intéressante sans doute, et la façon d'y répondre, en fait, on peut y répondre de deux façons. Ça dépend de la conception qu'on a des liens entre activité professionnelle ou expérience et puis apprentissage.
comment on pense le rapport entre ce que je fais et ce que j'apprends de ce que je fais. Et c'est vrai que dans les travaux disponibles, il y a au moins deux conceptions. Il y a au moins deux conceptions qui existent. La première conception qui vient notamment des approches, notamment d'un certain nombre d'approches cognitives, d'un certain nombre d'approches venant des travaux sur la réflexivité, notamment des travaux anglo-saxons. Je pourrais indiquer des auteurs si vous le souhaitez. Insiste sur l'idée que l'activité professionnelle, la pratique professionnelle, elle est occasion d'apprentissage à partir du moment où les personnes sont capables de développer un regard par rapport à cette activité. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre du recul, de l'analyser, de la mettre en mots. Et donc, c'est grâce à la prise de recul qu'on est en capacité de dégager ou de construire des connaissances ou des savoirs, de prendre connaissance, de prendre conscience et de prendre connaissance de son activité. Donc ça a donné naissance à de nombreux dispositifs depuis les années 80. Ça s'est amplifié dans les années 90, en tout cas en France, notamment avec une introduction très forte dans les grandes réformes de la formation initiale professionnelle, à de nombreux métiers. Je pense au métier du travail social, au métier de la santé, etc., de l'enseignement aussi, sous forme notamment de dispositifs dits d'analyse de pratique. Alors ça, c'est la première conception qui existe, première façon de voir les liens entre activité professionnelle, ordinaire, j'allais dire, et apprentissage. Comment une activité professionnelle peut-elle être occasion d'apprentissage? C'est dès lors que, disent un certain nombre d'auteurs, on est capable de prendre du recul et de mettre en mots, d'analyser sa propre activité ou sa propre pratique. D'où les dispositifs d'analyse de pratique qui sont largement diffusés aujourd'hui dans les grandes réformes de la formation initiale professionnelle dont je parlais, y compris en formation continue. Deuxième conception qui ne contredit pas la première, et c'est ça qui est intéressant parce que du coup ça va me conduire à conclure sur le fait que les deux conceptions sont intéressantes, mais sans doute avec des enjeux différents. La deuxième conception elle vient notamment de travaux plus récents, venant notamment des travaux dits d'analyse de l'activité, les grands courants venant des méthodologies, des courants interdisciplinaires d'analyse de l'activité, qui dérivent des courants d'analyse du travail, et qui consiste à dire que l'activité professionnelle, même l'activité tout court, puisque l'activité professionnelle pour ces travaux-là, c'est une des activités parmi d'autres. Il y a plein d'autres activités. Ça permet de repositionner presque au même plan que le travail, l'activité, par exemple domestique, l'activité chez soi, l'activité familiale, l'activité associative, de loisirs, qui peut tout à fait être aussi source d'apprentissage, et pas que le travail. L'activité, elle est par essence source d'apprentissage, disent ces travaux, et notamment, et ça fait le lien avec des travaux classiques en analyse du travail, qu'on connaît bien maintenant, depuis les années 60-70, elle est source d'apprentissage incorporé. Au moins source d'apprentissage incorporé. Qu'est-ce qu'on appelle les apprentissages incorporés? Ce sont des apprentissages qui se construisent au fur et à mesure de l'activité sans qu'on y prenne conscience. Vous avez tous des exemples, je pense, de situations où vous avez dû faire autrement et vous savez après coup que vous réussissez à faire autrement, mais vous ne savez pas dire comment vous réussissez à faire autrement parce que vous vous êtes jamais posé la question. Vous savez que vous savez faire, vous savez que vous avez vous avez pu résoudre une difficulté, mais vous ne savez pas comment vous avez fait. Et à la rigueur, c'est pas grave de ne pas savoir comment on a fait, puisque l'essentiel, c'est de réussir à le faire. Donc, dans le feu de l'action du quotidien, c'est vrai que ces réussites-là, qui sont source d'apprentissage, ne sont pas interrogées. Et ce que disent les courants d'analyse de l'activité, c'est que au fur et à mesure du quotidien, de notre exercice professionnel ou de notre activité personnelle, on ne se pose pas la question de savoir ce qu'on apprend, mais il y a des apprentissages
Et c'est justement, parce qu'on réussit à surmonter des situations vis-à-vis desquelles on était en difficulté. Et ces travaux vont même plus loin en disant que, mettre en réflexivité, puisque c'est très à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire mettre en réflexion les professionnels à propos, de leur activité développée et de ces apprentissages développés de façon incorporée, c'est risquer de non pas désincorporer, mais de désorganiser l'activité. Ce que montre un certain nombre de travaux, c'est que quand on demande à quelqu'un d'expliquer comment il a fait quelque chose qu'il sait particulièrement bien faire, mais c'est tellement incorporé, c'est-à-dire incorporé dans des gestes, dans des postures, dans des émotions, que quand il le met en mots, après, c'est comme si presque il ne savait plus le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a même parfois, disent ces travaux, un danger à vouloir désincorporer, c'est-à-dire développer une analyse de ces apprentissages incorporés, parce qu'ils sont très efficaces tant qu'ils sont incorporés, mais quand ils sont désincorporés, il y a comme une désorganisation. Alors, qui a raison dans ces deux modalités de conception? Bah, sans doute les deux à la fois. C'est un peu comme ça que je voulais conclure, mais pas forcément pour les mêmes raisons, pour les mêmes choses. D'abord, on peut dire, je pense qu'on peut assez facilement dire qu'on développe effectivement des apprentissages au fur et à mesure de notre activité quotidienne qui sont relativement incorporés. On ne se pose pas de questions et on n'a pas besoin de se poser de questions parce que ça fonctionne. Donc, les courants d'analyse de l'activité ont raison. Effectivement, au quotidien, on apprend. Mais très souvent, ces apprentissages, ils restent insus, non identifiés, pour soi, par soi et par les institutions dans lesquelles nous travaillons. Et là, il y a un enjeu, évidemment, vous l'imaginez, parfois de reconnaissance de ces apprentissages incorporés, qui, tant qu'ils ne sont pas mis en mots, et c'est là où je reviens à la première conception qui est très utile, mettre en mots ces apprentissages incorporés, au risque parfois de désorganiser l'activité. Bon, donc faut faire attention. Mais en tout cas, ça présente le mérite de les rendre visibles et donc de pouvoir les faire reconnaître par l'institution ou les transmettre à d'autres dans le cadre d'un projet de transmission professionnelle. Ou encore, ça peut être utile de développer la réflexivité, donc l'analyse, la mise en mots et rendre visibles des apprentissages incorporés lorsque les gens sont en échec. C'est-à-dire, ils ne réussissent pas à faire, ils sont en face d'un problème qu'ils ne réussissent pas à surmonter. Dès lors, la réflexivité, donc la première conception, elle est intéressante. Donc, vous voyez, en fait, pour répondre à cette question, à quelles conditions l'activité est-elle occasion d'apprentissage, est-elle formatrice? Ben, c'est un peu des deux. Elle l'est forcément au fil de son développement, cette activité, au fur et à mesure où elle se fait, elle génère des apprentissages que les spécialistes appellent des apprentissages incorporés. Alors, peut-être que ça devrait me conduire, je ne sais pas, à définir mieux le mot apprentissage. On pourrait dire que le mot apprentissage, l'apprentissage, ça renvoie, surtout dans les dimensions professionnelles, à des transformations plus ou moins durables de façon de penser et d'agir. Du coup, des façons de penser et d'agir, elles bougent au fur et à mesure de son activité sans qu'on s'en rende compte. Et parfois, on n'a pas besoin de les interroger. Mais lorsque l'on veut dépasser une situation où on est inefficace, où on n'arrive pas, ou lorsque l'on veut transmettre à d'autres, ou transférer, ou faire reconnaître par l'institution nos apprentissages, alors là, oui, la mise en mots, l'analyse, la formalisation, la capitalisation, elle est importante. Donc, l'analyse de pratique est importante dans ce cas-là. La question que j'avais, c'était, effectivement, on parle beaucoup des apprentissages tout au long de la vie et on a le sentiment quand même qu'il y a des gens qui sont assez réfractaires à la nouveauté, à de nouveaux apprentissages. Est-ce que, systématiquement, quand on voit des gens qui présentent un sentiment de difficulté, est-ce que ça traduit toujours une peur ou est-ce qu'il y a des gens que, sincèrement, il est possible que, des gens, ne soient pas attirés par une volonté, permanente d'apprendre,
comme nous sommes en train de le faire en ce moment même avec cette conférence. Alors, votre question est intéressante. Je ne sais pas si je vais y répondre pleinement, mais j'ai l'impression que ce que vous voulez dire, je reformule et vous me dites si je comprends bien ce que vous voulez dire. Lorsque notamment vous posez la question de savoir si finalement tout le monde a envie d'apprendre, puisque certains probablement sont plus, comment dire, sont plus prudents quand on leur propose des apprentissages nouveaux. Hein, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Alors là, pour répondre à cette question, en fait, vous avez des grilles, quand je dis des grilles, des travaux classiques très intéressants venant, par exemple, si je prends cet exemple, de la sociologie des organisations. Je pense des travaux assez connus dont vous avez peut-être entendu parler. Ça dépend de votre horizon disciplinaire hein, de départ, mais je pense aux travaux de Crozier, Friedberg, je pense aux travaux de Gilbert de Tersac, enfin bref, un certain nombre de travaux qui montrent que, comment dire, parfois on peut constater que les professionnels montrent une certaine réserve à s'ouvrir à d'autres pratiques ou d'autres façons de faire, alors même qu'ils en auraient intérêt, et tout le monde a l'air d'être d'accord, parce que derrière il y a des enjeux de maintien, par exemple, d'un certain confort au travail, par exemple des professionnels qui savent que ce qu'ils font, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais en tout cas, ils s'y retrouvent dans leur rapport avec leur public, que ce soit des élèves, des malades, selon le milieu professionnel. Et donc, s'ouvrir à d'autres pratiques, c'est aller vers de l'inconnu, et l'inconnu est toujours dérangeant, et souvent dérangeant, surtout lorsque on anticipe plus de risques que de gains. Le risque d'une remise en cause, le risque d'une perte de la confiance en soi, le risque d'une évaluation négative par l'environnement, etc. Donc, ce que montrent ces travaux, c'est qu'il faut entourer finalement toutes ces questions d'une analyse un peu par anticipation des enjeux et des risques perçus par les uns et les autres. Donc souvent, si certains auraient intérêt parce qu'ils le disent spontanément, ils disent: «Oui, oui, moi au contraire, je veux m'ouvrir à des innovations et cetera». Mais s'ils freinent à un certain moment, c'est aussi parce qu'il y a ces enjeux professionnels et personnels, qui peuvent être en cause. Il y a un paradoxe, que moi j'utilise souvent, c'est le paradoxe d'Olson. Vous le trouverez assez facilement, c'est O-L-S-O-N. N comme Nicolas à la fin, c'est Mancure Olson, qui dit en gros, donc il est dans cette mouvance des sociologues des organisations, il ne suffit pas d'avoir un intérêt commun pour agir ensemble ou accepter un changement, encore faut-il anticiper plus de gains que de pertes. Les gains, c'est pas simplement financier, ça peut être des gains identitaires, de reconnaissance, d'image de soi, de stabilité, de confort, etc. Et bon, c'est une vision très stratégique des personnes. Ça a été longuement critiqué par d'autres travaux ensuite en disant mais quelle est la place des émotions et la spontanéité, etc. Bien entendu, mais il y a forcément un peu de ça qui joue dans bien des situations. Ça peut expliquer une partie des réserves dont vous parliez. Je voulais parler justement de ces apprentissages incorporés. Est-ce que, c'est-à-dire le fait de croire dans ces apprentissages, est-ce qu'il ne pousse pas bien sûr à battre en brèche, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les travaux de neurosciences? Moi, je pense à Stanislas Dehaene. C'est un professeur au Collège de France, un neuroscientifique, qui travaille un peu sur les 4 piliers d'apprentissage comme l'attention, l'engagement, le retour d'information, la consolidation. Donc, moi, je trouve que ce sont un apprentissage, mais qui est, si vous voulez, réglementé, qui suit une méthodologie et qui est reconnu par l'institution. Alors que les apprentissages dont vous parlez, c'est-à-dire que ce sont des apprentissages faits selon le QI de chaque personne, selon l'adaptabilité de chaque personne. Et alors, en plus, ce n'est pas reconnu. Voilà, merci. Je vous en prie. Merci pour votre question. C'est une autre question importante qui m'oblige peut-être à faire une petite différence, mais ce n'est pas grave.
Peut-être que, au contraire, ça veut dire que cette distinction est nécessaire entre les apprentissages, on va dire, pour faire simple, scolaires et les apprentissages professionnels. Puisque là, dans mon propos, vous avez bien compris, je parlais surtout d'apprentissage professionnel. Quand on parle de professionnalisation, de développement professionnel, on est sur des apprentissages liés à l'exercice d'un métier ou d'une profession. Donc, et là, je pense que les travaux, je connais cette personne, bien entendu, de nom, hein, mais je ne connais pas précisément ses travaux. Je sais qu'il y a une place de plus en plus importante des approches cognitives et neurosciences dans le champ de l'éducation, y compris s'agissant du conseil scientifique du ministère de l'Éducation aujourd'hui, s'agissant des orientations, etc. Mais je pense que c'est en lien plus nettement avec ce qu'on peut appeler les apprentissages scolaires. La particularité des apprentissages scolaires, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est qu'ils sont d'abord des apprentissages pour la plupart d'entre eux, hein, je caricature un peu, des apprentissages qui relèvent d'une mise en mots. C'est-à-dire qu'on passe, un enseignant, je suis moi-même enseignant, bon, on passe par, très souvent, même s'il n'y a pas que ça, mais par une mise en mots orale ou écrite pour expliquer des choses, etc. Donc ça passe par une formalisation. Or, la formalisation, ça représente une infime partie de ce qu'est l'apprentissage ou l'activité professionnelle. L'apprentissage professionnel, il est d'abord intégré à l'action. C'est en faisant qu'on apprend. Alors que l'apprentissage scolaire, il est déconnecté. Alors, je ne vais pas dire déconnecté parce que ça peut être mal perçu. Il est, disons, relativement indépendant, mais ce que je dis, c'est pour forcer le trait, pour expliquer ce que je suis en train de dire, mais c'est pas tout à fait vrai, bien entendu, puisque les études de cas, etc., les jeux de rôle, c'est utilisé justement pour articuler action et mise en mots. Mais très souvent, un grand nombre d'apprentissages scolaires sont relatifs à des mises en mots à propos d'activités ou de situations qui sont représentées, mais qui ne sont pas vécues dans l'instant. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur une synthèse, enfin une approche qui n'est peut-être pas trop caricaturale quand même. Et c'est pas péjoratif du tout de mon côté. Simplement, on ne vise pas les mêmes choses, forcément. On ne vise pas des apprentissages professionnels. On vise des apprentissages disciplinaires, culturels, pour fabriquer un citoyen cultivé, capable de réfléchir sur son projet, des perspectives, etc. Et puis peut-être qu'à la fin des études, ou un peu plus tard, après les apprentissages premiers, on visera des apprentissages professionnels. Mais là, je pense qu'on est plus sur ces apprentissages scolaires-là. Et donc, forcément, on voit bien qu'une approche de type qu'on a connue il y a quelques décennies, hein, enseignement programmé, je pense que ça revient un peu en force d'une certaine façon dans certaines politiques éducatives aujourd'hui, semble avoir, comment dire, une certaine audience, en tout cas du côté de certains politiques, hein, et décideurs dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est vrai, on n'est pas on n'est pas sur les mêmes types d'apprentissage, et donc on verrait mal comment. Enfin, ce serait intéressant de voir comment on pourrait expérimenter ces approches dans le champ des apprentissages et du développement professionnel. Je fais rapidement l'hypothèse, comme beaucoup d'observateurs ou d'analystes de ces questions-là, que ça ne produirait pas forcément les effets escomptés, parce qu'on n'est pas sur les mêmes types d'apprentissage. À propos de la formation au niveau universitaire, plutôt, si on évoque le mot professionnalisation, ça va être dans le champ de la formation de nos futurs de nos futurs étudiants qui vont embrasser le monde du travail. Donc, si j'ai bien compris, on peut commencer déjà cette tendance en leur donnant des simulations, en leur présentant dans le cadre d'une pédagogie de projet, un projet à présenter dès le début, c'est-à-dire l'exposé oral, puis la mise en place, puis le suivi et toutes les compétences requises dans un certain programme universitaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de ce diplômé à la fin de ces années universitaires pour être embauché et déclencher un poste qui convient à sa formation.
lorsque vous posez la question, on sent bien que la réponse est plutôt positive à votre question, c'est-à-dire qu'il faut utiliser à la fois des simulations, multiplier les contextes ou les situations dans lesquelles on place les étudiants, futurs professionnels, pour qu'ils découvrent et qu'ils construisent des activités par eux-mêmes. Alors quand je dis des activités, c'est plutôt des pratiques par eux-mêmes qui relèvent des pratiques professionnelles. Et c'est vrai que si on tient compte du fait que dans l'apprentissage, développement professionnel, dans la professionnalisation, il n'y a pas que des apprentissages qui sont de l'ordre d'une transmission de savoir professionnel par la parole ou par la lecture de manuels scientifiques ou professionnels, mais ça passe beaucoup, comme je le disais tout à l'heure aussi, par la construction et le bricolage au sens noble du terme de ses propres compétences, si j'utilise ce mot-là, qui de façon incorporée. Alors effectivement, vous avez raison, il faut faire intervenir les simulations ou les situations professionnelles dans des contextes variés. D'où l'importance, et c'est probablement un modèle fortement intégré et très riche, c'est le modèle de l'alternance en formation. Dans le cadre de la formation professionnelle, dans beaucoup de réformes de formation professionnelle initiale, en tout cas en France, on voit bien que le modèle qui est mis en avant, il est pas récent, hein, mais encore une fois, il fait l'objet d'un fort éclairage aujourd'hui, c'est l'alternance. Parce qu'on sent bien que cet aller-retour entre des temps de formation où on transmet oralement des savoirs, mais qui sont indépendants d'une activité professionnelle, c'est important, mais il faut alterner cela avec des moments d'activité professionnelle où les gens sentent au sens sensible, mais en même temps construisent des façons de faire. Donc ils sentent les situations et ils les construisent. Et vous avez des travaux très intéressants, par exemple, de quelqu'un qui s'appelle Trépeau, Jean-Yves Trépeau, T-R-E-P-O-S, qui montre, s'agissant de l'expertise, qu'un professionnel, il construit son expertise. Alors je ne sais pas si ça va servir, il construit son expertise c'est moi qui le formule comme ça, en s'éloignant de sa formation. C'est-à-dire qu'il a reçu, il prend des exemples de gens qui ont suivi une formation longue, souvent universitaire, qui peut être par alternance aussi, et au fur et à mesure de son exercice professionnel, ensuite, il développe des façons de faire qui s'incorporent de plus en plus et qui font qu'à un certain moment, il ne fait plus du tout de la même façon son métier qu'au départ. Et ce qu'il montre, c'est que, par exemple, quelqu'un qui sollicite un expert, je ne sais pas, pour un diagnostic, il est surpris de constater que cet expert, d'un seul coup, ne serait-ce qu'en voyant la situation, il dit: «Bah voilà, j'ai la solution». Mais on a l'impression que c'est une improvisation, mais dit Jean-Yves Trépeau, c'est une improvisation très sophistiquée. Elle repose sur une sédimentation de schémas d'intervention dans différentes missions qui se sont incorporés et qui sont réorganisés spontanément, sans l'aide de la conscience, bien sûr. Et c'est là où il y a quelque chose qui est intéressant à regarder dans cette expertise incorporée et qui fait que sa compétence experte, elle est là. Mais ça, il l'a acquise sur le terrain. Et donc, ça milite en faveur du fait d'alterner effectivement des simulations, de l'exercice en situation réelle, ce que propose normalement l'alternance, pour peu que le lieu de stage soit un lieu d'exercice de travail et pas d'une autre activité, parce que parfois c'est ça aussi, hein, et que le lieu de formation puisse réutiliser ce qui est fait dans le milieu du travail. Donc, mais derrière cette question, il y a aussi une autre question intéressante que j'ai pas forcément le temps de développer, mais ce serait intéressant de le faire. C'est l'un des enjeux de la formation professionnelle, notamment de la formation professionnelle initiale pour de futurs professionnels par l'université, cette formation, ou par d'autres écoles, c'est à un certain moment, et c'est peut-être ce qu'on peut appeler l'ingénierie de la professionnalisation, par différence avec l'ingénierie de la formation, c'est de se dire, mais en fonction des apprentissages professionnels que je vise, quelle modalité je mets en œuvre?
et ou quelle combinaison de modalités je mets en œuvre. Par exemple, vous pouvez mettre en œuvre une formation magistrale, un cours, j'allais dire classique, quelqu'un qui parle, bon, on fait cours devant des étudiants, moi ça m'arrive, ça vous arrive, bon. On peut se dire à un certain moment dans une formation professionnelle, c'est pas formidable parce qu'on est loin de la pratique, sauf que, et là on l'a constaté lorsqu'on a fait une recherche il y a quelque temps auprès des inspecteurs du travail, par exemple, le droit du travail, qui est très développé en France, les inspecteurs du travail ne peuvent pas l'acquérir sur le terrain. Rien de mieux qu'une formation magistrale où un spécialiste du droit explique le droit du travail. Donc ça veut dire qu'il y a certains aspects de l'exercice du métier, par exemple le droit du travail dans cet exemple, qui nécessitent plus particulièrement une modalité de formation. Là, c'est le cours magistral, on va dire, expliqué avec le sens du droit du travail. Par contre, on s'est aperçu dans cette recherche que pour un inspecteur du travail, construire son positionnement professionnel, c'est-à-dire comment il s'adresse à un chef d'entreprise, à qui il vient chez qui il vient contrôler le respect du code du travail via les contrats de travail, la hauteur des échafaudages sur les sur les chantiers, etc. Eh bien là, ça suppose de faire œuvre de persuasion parce que c'est pas si efficace. Une façon de présenter sa fonction, une façon de présenter son autorité institutionnelle d'inspecteur du travail. Et ça ne s'acquiert pas en formation. On s'est aperçu que la meilleure façon de l'acquérir, c'est d'abord de le vivre sur le terrain, de le ressentir. Lorsqu'un inspecteur du travail élève, accompagne dans une situation d'alternance un inspecteur du travail en titre et ressent presque dans sa chair, dans ses émotions, cette tension qui se joue lors du premier contact entre l'inspecteur du travail et le chef d'entreprise, et qu'ensuite, cette tension, cette expérience vécue peut être mise en mots, et après, l'étudiant est réceptif à éventuellement un discours sur ce qu'on appelle le positionnement professionnel. Donc on voit bien que là, cet apprentissage qu'on appelle le positionnement professionnel, si vous voulez, il s'acquiert dans une combinaison de modalités. C'est l'un des enjeux de la formation professionnelle, c'est ça, c'est de se dire, à partir des apprentissages que j'ai identifiés comme étant des apprentissages clés du métier ou de la profession, comment je pense les modalités et quelles modalités de formation ou de développement de ces apprentissages je mets en place. Est-ce que c'est du cours magistral? Est-ce que c'est de la mise en situation? Est-ce que c'est de la simulation? Ou est-ce que je les combine? Et pourquoi je dois les combiner selon les apprentissages que je vise? Je ne sais pas si je suis bien clair, mais c'est pour aller un peu plus loin par rapport à votre question qui est intéressante. Comment faire face à un comportement d'une personne qui impose ses idées, qui n'aime pas renforcer, qui n'aime pas échanger des idées avec les autres, soit dans la formation, soit dans la réunion? Quelle stratégie, quelle culture apprenante on doit mettre en place pour renforcer la capacité d'écoute et des échanges des idées? Tout dépend j'allais dire, pour reprendre un mot que j'ai utilisé à l'instant, du diagnostic qu'on peut faire, des raisons pour lesquelles cette personne tient une position, n'est pas ouverte à d'autres positions, quoi, en gros, et veut imposer sa propre façon de voir. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Et du coup, dès lors que l'on identifie un peu les raisons, on peut faire en sorte de les détourner. Est-ce que l'une des raisons, en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a un enjeu stratégique, un enjeu de maintien de face, par exemple, dans beaucoup de situations professionnelles, un enjeu dominant, on le sait tous, quand on est avec des collègues en train de travailler, c'est le maintien d'une certaine image perçue par l'autre de ce que l'on sait faire, une image de ce qu'on appelle parfois l'identité attribuée, c'est-à-dire comment l'autre perçoit ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est capable de maintenir une image positive de soi vis-à-vis des autres? C'est un enjeu important, un enjeu de reconnaissance mutuelle entre collègues. Ça se joue encore plus vis-à-vis de la hiérarchie. Donc, est-ce qu'il se joue ça? Ou est-ce qu'il se joue autre chose? Vous voyez, difficile de répondre. Peut-être qu'une réponse possible en lien avec la question précédente,
souvent c'est une source de déclic. J'aime bien ce mot déclic au sens de ça introduit un changement rapide sans qu'on ait forcément il y a quelque chose qui se passe qui est une forme de déclenchement, quoi, hein. C'est par exemple lorsqu'on place les gens dans une situation qui les oblige du coup. Alors, ça a fait l'objet d'un certain nombre de travaux. Je pense aux travaux de Beauvois et Joule, des psychologues suisses, je crois, de Genève, il y a quelques décennies maintenant. Notamment le fait que lorsque l'on place les gens dans des situations, ben, ils sont amenés à faire et du coup à rationaliser pour se mettre en conformité dans la position qu'ils tiennent par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça a donné naissance à des stratégies notamment pour ce que Beauvois et Joule appelle extorquer des pratiques, des conduites à des particuliers, notamment des stratégies de vente, donc des stratégies commerciales, etc. Mais toujours est-il que ça m'est un peu plus difficile de répondre parce qu'il n'y a pas trop de réponses toutes faites. Ça dépend vraiment des raisons pour lesquelles, et c'est ça qu'il faudrait analyser dans un premier temps, les personnes en question tiennent une position et à laquelle ils ne souhaitent pas déroger. Est-ce qu'il y a des enjeux aussi de maintien d'une certaine autorité dans un groupe vis-à-vis des pairs derrière cela? Vous savez, il y a des gens qui s'enferment parfois et qui s'enferment dans des positions dont ils savent par ailleurs pertinemment qu'elles doivent bouger, mais parce qu'ils peuvent pas faire autrement pour des enjeux de maintien de l'autorité dans un service, dans un groupe, etc. Vous voyez, donc il y a plusieurs motifs liés au fait que l'on constate une rigidité de position difficile à changer. Donc c'est ça qu'il faudrait déjà identifier pour ensuite voir comment procéder. Si c'est, par exemple, si c'est un enjeu de maintien absolument de l'autorité, d'un rapport d'autorité qui est perçu comme essentiel pour maintenir sa face et sa légitimité comme cadre, par exemple, dans une entreprise, bah, peut-être faut-il expliquer que cette autorité, elle passe aussi par de multiples voies. Et que le fait d'accepter de changer à condition, lorsque c'est nécessaire, c'est aussi une façon de maintenir sa légitimité. Enfin bon, vous voyez, je sais pas si je réponds à votre question, hein, qui n'est pas dont la réponse n'est pas si univoque que ça. Merci, Monsieur Witorski. Donc là, il n'y a Merci plus de beaucoup. questions. Vous pouvez poursuivre. Voilà. Très bien. Alors, je vous propose peut-être d'aborder la deuxième question, si je ne me trompe pas dans l'ordre. La deuxième question qui est bon que j'aborderai de façon un peu plus rapide parce que la première question était vraiment une question chapeau, si vous voulez, de laquelle découle un certain nombre de réponses. Donc, pour les questions suivantes. À quelles conditions un collectif, notamment un collectif en projet, un collectif qui est engagé dans la réalisation, dans la conduite et la réalisation d'un projet, peut-il apprendre de ce qu'il met en œuvre? Alors, on sent bien, en fonction de la question numéro 2, de la question numéro 1, on sent bien que, vous le voyez bien, il y a des apprentissages qui sont des apprentissages incorporés, qui se font au fur et à mesure, et c'est vrai aussi pour un collectif. Dans l'activité collective, on apprend beaucoup. Par exemple, ce que montrent beaucoup de travaux en analyse du travail, ce qu'on appelle notamment le courant de l'ergonomie cognitive, qui est un courant important, notamment en psychologie du travail et en ergonomie française ou francophone, c'est que le travail collectif, le travail à plusieurs, et c'est le cas dans un groupe projet par exemple, ça construit des phénomènes, comment dire, d'ajustement mutuel dans les conduites, dans la façon, et on le sait bien, par exemple, d'échanger en groupe. Hein, au début, on se coupe facilement la parole, et puis au bout d'un certain temps, on est capable de détecter quand l'un intervient, etc. On anticipe et on connaît mieux les uns et les autres et on sait plus facilement ce qu'il faut dire. Et dans l'activité
qui n'est pas que de la parole, mais aussi dans les gestes, il y a aussi des phénomènes d'ajustement. Puis ça peut aller plus loin aussi, il y a des phénomènes de construction de représentation commune. Ce que, par exemple, si vous voulez un auteur, je pense à Jean-François Troussier, TROU2SIER, appelle les images opératives collectives. C'est-à-dire, il se construit dans un groupe à un certain moment lorsque, et ça m'amènera à la question suivante après, lorsque le travail est véritablement un travail de coopération, il y a des images mentales qui se construisent, qui sont des images figuratives de l'action collective. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on sait tellement bien comment on fonctionne qu'on n'a pas besoin de se poser des questions sur des règles de travail. Et quand on se retrouve, ça se fait naturellement. Vous voyez, il y a des représentations qui sont des représentations schématiques et figurative de l'activité et des mécanismes d'ajustement collectif. Ça, ce sont des apprentissages collectifs et qui sont très utiles d'ailleurs pour ensuite individuellement pouvoir transférer dans d'autres situations, etc. Sauf que ces apprentissages-là, ils sont les images mentales, les représentations, notamment les images figuratives, les images opératives, ce sont des constructions incorporées en lien avec la question précédente. C'est-à-dire qu'on ne les questionne pas. On n'est même pas conscient de ce qu'on sait. Ou alors, on le devient lorsqu'on se pose des questions. Par exemple, lorsque le groupe se dit à un certain moment, c'est souvent ça, mais là, je n'arrive plus à fonctionner correctement. Ou là, il y a quelque chose qui se passe où on n'y arrive pas, on tourne en rond. Posons-nous des questions. C'est souvent dans les situations problèmes que l'on peut identifier justement ces éléments-là. Mais souvent, si on veut tirer profit pleinement des apprentissages produits collectivement dans un groupe projet, souvent ce que montrent beaucoup d'expériences et de travaux, c'est qu'on a besoin d'un accompagnement externe. Seul, on a du mal à le faire. L'accompagnement externe, c'est quelqu'un qui est le garant d'une méthodologie qui permet de mettre en mots l'expérience collective et de pouvoir la formaliser, de pouvoir repérer des apprentissages, ce qu'on a appris à faire ensemble, ce qu'on a moins appris à faire ensemble, etc. Et donc, ça passe souvent par un travail, effectivement, de type accompagnement externe du collectif pour formaliser un peu son expérience. Et c'est une des conditions importantes de l'apprentissage collectif, notamment si on veut qu'il y ait un effet d'apprentissage plein et entier, éventuellement une régulation de l'activité collective au fur et à mesure où elle se fait. Il y a beaucoup de travaux sur ces questions-là, notamment en lien, je parlais de l'ergonomie cognitive tout à l'heure, mais notamment en lien avec l'analyse de pratique, sur les modes d'accompagnement des groupes d'analyse de pratique, où se jouent aussi des apprentissages collectifs. Parce que l'analyse de pratique, c'est pas seulement, on peut le voir de différentes façons, mais lorsque l'analyse de pratique ne vise pas qu'à mettre en mots l'expérience individuelle, mais à chercher des réponses collectives, à construire des repères collectifs, ce qui se fait souvent en formation initiale, mais aussi en formation continue, alors là, il y a des apprentissages collectifs qui se construisent, bien entendu. Donc voilà pour la deuxième question, qui est un peu plus rapidement traitée puisque j'avais avancé un peu le terrain, si je puis dire, avec la première question. Troisième question, mais en quoi un collectif, par exemple un groupe projet aussi, permet-il pas seulement de développer des apprentissages collectifs, ça c'était la question précédente, mais permet aussi à ses participants d'apprendre? À quelles conditions finalement on peut individuellement apprendre dans un collectif? Alors là, il y a des travaux notamment intéressants du côté des approches en ethnométhodologie, etc. Bon, je pense à 2 auteurs, mais je les citerai si vous souhaitez l'indication, parce que je sais pas jusqu'à quel point vous voulez quelques références de ce genre. Mais je pense à des travaux qui à la fois francophones et puis anglo-saxons, qui montrent que tout dépend du mode d'organisation du travail du collectif. Ça, c'est une variable extrêmement importante. C'est-à-dire, est-ce que vous avez beaucoup de collectifs, y compris dans les groupes projets, qui sont
qui repose sur une division du travail, une répartition du travail. C'est-à-dire que on s'entend sur une cible commune, bon, et puis ensuite, bah voilà, un tel fait ça, puis un tel, puis un tel, puis un tel. On est sur une approche cumulative, donc et du coup, là, on retrouve une organisation et une division du travail qui est propice finalement à un rapport plus individuel au travail. Donc, ce que montrent les travaux, c'est que là, il n'y a pas forcément de plus-value au travail collectif, puisque par nature, enfin, ce sont des moments de rendez-vous, des moments de point. Bon. Par contre, il n'en va pas de même lorsque le travail collectif est de type co-construction, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit là de construire ensemble, lorsque par exemple sur la cible commune, c'est-à-dire le but, on a besoin de réfléchir ensemble et de se mettre d'accord sur le but. On a certes besoin d'une méthode pour y arriver. Cette méthode, elle suppose sans doute des moments de temps individuels, par exemple dans des projets européens. Bon, je ne connais pas le fonctionnement vraiment du vôtre, mais je suppose qu'il y a des temps de réunion de l'ensemble des partenaires. Et puis, il y a des temps de travail partenaire par partenaire. Et c'est normal, on ne peut pas tout le temps travailler en collectif. C'est vrai aussi pour des projets internationaux. Donc, mais par contre, il y a des temps qui ne sont pas que des temps d'enregistrement cumulatif des travaux des uns et des autres, mais des temps qui sont des points d'étape permettant de éventuellement redéfinir ou reformuler la problématique de départ, des temps qui permettent de se mettre d'accord sur la poursuite, comment on va poursuivre. Donc, il y a bien une co-construction collective qui alternent des moments de travail individuel ou de contribution individuelle. Et ça, ce sont des sources d'apprentissage importants, y compris bien sûr pour les individus. Et là, je ferai immédiatement référence à quelque chose que vous connaissez sans doute bien, même si je pourrais évoquer d'autres travaux. Je pense aux travaux à propos de ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif, hein, le fait que l'on apprend aussi dans un groupe, dans ces moments de co-construction, par le fait, c'est le conflit au sens positif du terme, c'est-à-dire que les autres n'ont pas les mêmes représentations que nous, et en même temps, on est obligé d'échanger sur nos représentations et donc on déplace nos propres représentations, convictions, savoirs, etc. Donc il y a des apprentissages individuels qui se font nouveaux par rapport à l'activité ordinaire, dès lors qu'on n'est pas dans une division du travail et une répartition du travail qui fait que chacun se retrouve seul à contribuer à un projet collectif sans qu'il y ait vraiment de phase de co-construction. Vous voyez, la phase de co-construction est une phase importante, ne serait-ce que par ces échanges et ces moments où les représentations peuvent bouger. Et on sait très bien qu'il y a de nombreux apprentissages qui passent par des déplacements de représentation. On sait très bien, par exemple, c'est l'une des problématiques importantes de l'accompagnement professionnel dans la professionnalisation, le développement professionnel aujourd'hui, c'est comment le tiers, le tuteur, le coach, le maître d'apprentissage, etc., l'accompagnant, comment le tiers est capable non seulement de transmettre à la personne qui l'accompagne des façons de faire qui sont les siennes, mais comment il est capable de susciter le déplacement des représentations spontanées. C'est là où se joue justement toute l'acculturation à un environnement professionnel et organisationnel nouveau. Par exemple, le tuteur qui dit à son stagiaire, bon ben là, il est important le matin de saluer monsieur untel parce qu'il est le délégué syndical, etc. Il faut pas hésiter à aller prendre le café à la pause parce que faut surtout pas que tu restes dans ton coin, etc. Et puis le tuteur qui dit à un autre, ça ce sont des règles liées à l'organisation et puis des règles professionnelles. Par exemple, le tuteur qui dit à son stagiaire, mais là il y a plusieurs façons de faire cette activité, mais il y a une façon qui signe davantage le bon professionnel. Tous les experts te le diront. Il y a vous voyez, on est sur des apprentissages qui ont davantage une portée culturelle, professionnelle ou des valeurs liées à la profession. Et ça prend beaucoup par les échanges avec des tiers. Et c'est exactement ce qui se passe aussi dans des collectifs de pairs. Troisième ou quatrième question, si vous en êtes d'accord.
Donc, quatrième question, au bout de tout cela, quelle forme de gouvernance, finalement, d'une structure de formation semble le plus propice au développement professionnel de ses propres personnels? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des formes de gouvernance qui favorisent, maintenant qu'on voit mieux comment se joue la professionnalisation, le développement professionnel, avec ces apprentissages incorporés, cette analyse et cette mise en mots qui permettent de désincorporer et de transmettre, d'améliorer, etc. On sent bien qu'il y a des réponses qui sont plus favorables que d'autres en termes de gouvernance, de dispositifs à mettre en place dans une organisation, que ce soit un organisme de formation, une entreprise, etc., pour faciliter les apprentissages de ces personnels. Alors, si on est d'accord pour dire que, en gros, le développement professionnel, à partir de tout ce qui vient d'être dit, ça passe par la possibilité de faire, si j'utilise pas le mot expérimenter, de faire pas seulement ce qu'on sait faire, mais aussi d'autres choses. Ce que certains, je pense à un auteur français qui s'appelle Philippe Zarifian, que vous connaissez peut-être. Lui, il parle d'événements au travail, c'est-à-dire qu'on ne fait pas toujours que la même chose, mais on est invité parfois à faire autre chose, à expérimenter, si on utilisait un mot très à la mode aujourd'hui. Donc, le développement professionnel passe par le fait de dépasser la routine, à un certain moment, de faire autre chose, donc d'expérimenter, on pourrait dire. Ça passe aussi par le fait d'échanger à propos de ces expérimentations, parce qu'on voit bien que l'expérimentation, le fait de faire autre chose, conduit d'abord à des apprentissages très incorporés. Si on veut que ce soit source d'apprentissage pour le collectif et pas que pour l'individu qui a développé cette expérience au travail, il faut qu'il y ait une activité de mise en mots, d'analyse, peut-être d'écriture, donc de formalisation écrite, pour mieux diffuser à d'autres. Et donc, on voit bien que il y a un enjeu, peut-être aussi, si on parle de développement professionnel, non seulement individuel, mais collectif, de capitalisation de ces apprentissages venant de ces expérimentations. Donc finalement, le développement professionnel individuel ou collectif dans une organisation, c'est à la fois proposer aux salariés ou au personnel d'autres situations pour qu'ils fassent aussi autrement que ce qu'ils font d'habitude, donc expérimenter, et être capable, pour diffuser ces expérimentations, ces réussites, être capable de mettre en mots et peut-être de capitaliser par écrit, donc. Et puis l'enjeu important, c'est probablement que l'organisation, mais c'est souvent le bas qui blesse dans beaucoup d'organisations, puisse reconnaître les apprentissages ainsi développés. Donc on voit bien qu'il y a un mode de gouvernance qui est assez, sans doute, pas trop autoritaire, pas trop centralisé, mais plutôt décentralisé et plutôt participatif, qui laisse la possibilité de, disons, qui repose sur 4 piliers, il me semble. Premier pilier, alors dans l'éducation nationale, c'est assez facile parce que ce premier pilier est très peu développé, enfin je pense, hein, même s'il a tendance à l'être un peu plus en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les approches, notamment les neurosciences. C'est un risque peut-être. Premier pilier, c'est diminuer la prescription du travail. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur, c'est pareil. La prescription du travail, c'est plutôt lié à la mission, mais chacun est un peu libre de ses pratiques. Mais c'est vrai que dans d'autres milieux d'activité, il y a une prescription du travail qui est très forte et parfois qui revient de façon insoupçonnée, a priori, par les démarches qualité, avec des discours un peu paradoxaux en disant « je veux que vous soyez autonome, innovant, créatif, mais en même temps respectez le cadre ».
il y a la certification qualité, etc. Du coup, les gens savent plus où ils sont, etc. Enfin, c'est un autre problème. Donc, premier pilier, c'est diminuer peut-être la prescription du travail en développant l'autonomie professionnelle pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir faire d'autres choses, expérimenter. C'est pas forcément faire en permanence quelque chose de différent, mais c'est être en situation de gérer ce que Philippe Zarifian appelle des événements, c'est-à-dire des situations un peu nouvelles. Et ça, c'est source de développement professionnel. Donc, vous avez là tout un ensemble de travaux depuis longtemps sur ce premier pilier à revoir, hein, j'allais dire, disons, à considérer différemment, c'est-à-dire baisser la prescription du travail. Je pense à tous les travaux autour de l'organisation qualifiante. Vous évoquiez l'organisation apprenante tout à l'heure. Avant l'organisation apprenante, vous avez eu beaucoup de travaux sur les organisations qualifiantes. Et c'est tout à fait ça. C'est à l'initiative notamment de quelqu'un qui s'appelle Antoine Riboud, donc ça date des années 80, vous voyez, ça commence à avoir quelques années. C'est toutes ces approches qui disent et qui ont été expérimentées, notamment dans l'industrie, qui disent, là où la prescription est traditionnellement importante, si on diminue la prescription, on développe l'autonomie, bah, ça va susciter forcément des apprentissages. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres éléments, mais donc on voit bien que diminuer la prescription au travail, c'est un premier pilier de ce mode de gouvernance. Deuxième, c'est organiser des lieux et des moments de partage de ces expériences. C'est-à-dire les gens qui font une expérience, enfin, qui développent une activité, qui gère des situations un peu différentes et donc ces sources d'apprentissage, bah, il faut être capable d'identifier, de mettre en mots ces apprentissages. Pour ça, il faut des lieux. Parce que s'il n'y a pas de lieu ou d'espace-temps, bah, ça va se faire au mieux si ça se fait autour de la machine à café. Au pire, ça ne se fera pas du tout. Donc, si on veut saisir cette expertise en acte qui se développe, mais qui est non dite, il faut qu'on mette en place des lieux, des moments qui sont des moments à la fois de mise en mots, mais aussi de partage avec les autres sur ces expériences, notamment si les autres sont dans les mêmes situations. Donc, il y a peut-être des choses autour des groupes de pairs à construire, etc. Troisième pilier, c'est au-delà de ces moments d'échange qui sont propices à mettre des mots et à prendre connaissance de ses propres apprentissages et à les transmettre aux autres, il y a probablement un travail de capitalisation pour en faire finalement de ces pratiques nouvelles qui se construisent dans ces expérimentations, en faire des enjeux de legs, c'est-à-dire que ça devienne un leg professionnel pour pour les prochaines générations, que ça puisse être inscrit dans des programmes de formation éventuellement. Vous avez un ensemble de travaux intéressants avec un outillage très particulier qui peut être discuté d'ailleurs par un certain nombre d'auteurs, en lien avec cette idée de pouvoir capitaliser sur les pratiques et en faire un outil de transmission à d'autres. Mais enfin bon, je vais peut-être pas rentrer dans le détail à ce moment-là. Si vous avez des questions, je pourrais y revenir. Quatrième pilier qui est important, c'est bien entendu reconnaître les nouvelles façons de faire ou les apprentissages qui sont associés à ces nouvelles façons de faire. Parce que s'il n'y a pas de reconnaissance, le risque, c'est l'extinction. Et on sait qu'il y a des milieux qui sont des milieux d'activité, des organisations dans lesquelles c'est plus facile de reconnaître, par exemple, pas seulement symboliquement, en disant oui, c'est bien ce que tu as fait, etc. Et donc, on reconnaît symboliquement, mais c'est mieux quand c'est une amélioration, par exemple, en termes de promotion professionnelle ou de primes, etc. Il y a des environnements organisationnels dans lesquels c'est plus facile de penser cette reconnaissance que dans d'autres. On sait par exemple que dans un établissement scolaire, en tout cas en France, c'est difficile de reconnaître, bien sûr, les gens, on peut peut-être favoriser la mobilité professionnelle,
vers un autre métier, par exemple, d'enseignant à, s'il le souhaite, inspecteur, chef des personnels de direction, etc. En prenant en compte ces initiatives et ces apprentissages liés à ces expérimentations, à ces pratiques nouvelles. Mais difficile de penser un système de primes, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Or, c'est important de trouver un moyen de reconnaissance qui permette de soutenir la dynamique. C'est un pilier important. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tout le temps. Je vous en prie. Également pour nous. Bon, pour ces apports très importants pour notre projet. Merci à tous pour vos échanges aussi, très intéressants, et à vous, Monsieur Witorski, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et donc, je vous dis à tous à très bientôt. Très bonne soirée à tous et un grand merci.